Quoi, charmante Élise? Vous devenez mélancolique? Après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi, je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret? Dites-moi, de m'avoir fait heureux. Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Non. Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraînée par une trop douce puissance, et je n'ai pas même la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur et cette froideur criminelle dont ceux de votre sexe payent le plus souvent les témoignages trop ardents d'une innocente amour. Ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela. Et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Oh, Valère! Chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur par elles. Et ne me cherchez point des crimes dans les injustes craintes d'une fâcheuse prévoyance. Ne m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d'un soupçon outrageux. Hé! Donnez-moi le temps de vous convaincre, par 1000 et 1000 preuves, de l'honnêteté de mes feux. Hélas, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour, que vous me serez fidèle, je n'en veux point du tout douter. Et je retranche mon chagrin aux appréhensions du blâme qu'on pourra me donner. Mais pourquoi cette inquiétude? Je n'aurai rien à craindre si tout le monde vous voyait, des yeux dont je vous vois. Et je trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite. Appuyé du secours d'une reconnaissance où le ciel m'engage envers vous. Je me représente à toute heure ce péril étonnant qui commença à nous offrir au regard l'un de l'autre. Cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes. Ces soins pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m'avoir tiré de l'eau, et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps ni les difficultés n'ont rebuté, et qui, vous faisant négliger parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux. Y tient en ma faveur votre fortune déguisée, et vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. Tout cela fait chez moi sans doute un merveilleux effet, et c'en est assez pour me justifier l'engagement où j'ai pu consentir. Mais ce n'est pas assez peut-être pour le justifier aux autres, et je ne suis pas sûre qu'on entre dans mes sentiments. De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose. Et quant au scrupule que vous avez, votre père lui-même ne prend que trop de soin de vous justifier à tout le monde. Et l'excès de son avarice, et la manière austère dont il vit avec ses enfants, pourraient autoriser des choses plus étranges. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Vous savez que sur ce chapitre, on n'en peut pas dire de bien. Mais enfin, si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles, avec impatience. Et j'en irai chercher moi-même si elles tardent à venir. Ah! Valère, ne bougez d'ici, je vous prie. Et songez seulement à vous bien mettre dans l'esprit de mon père. Vous voyez comme je m'y prends. Et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service. Sous quel masque de sympathie. Oh!
et de rapports de sentiments. Je me déguise pour lui plaire. Et les personnages, je joue tous les jours avec lui, afin d'acquérir sa tendresse. J'ai fait des progrès admirables. Et j'éprouve que pour gagner les hommes, il n'est point de meilleure voie que de se parer à leurs yeux de leurs inclinations, que de donner dans leurs maximes, encenser leurs défauts et applaudir à ce qu'ils font. On n'a que faire d'avoir peur de trop charger la complaisance. La manière dont on les joue a beau être visible, les plus fins toujours sont de grandes dupes du côté de la flatterie. Et il n'y a rien de si impertinent et de si ridicule qu'on ne fasse avaler lorsqu'on l'assaisonne en louange. La sincérité souffre un peu au métier que je fais. Mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Et puisqu'on ne saurait les gagner que par là, c'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés. Mais que ne tâchez-vous aussi à gagner l'appui de mon frère, en cas que la servante ne s'avisât de révéler notre secret? On ne peut pas ménager l'un et l'autre. Et l'esprit du père et celui du fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère. Servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Il vient. Bon, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler. Et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jugerez à propos. Je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur. Et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? J'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que le nom de fils me soumette à ses volontés, que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos vœux et qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite, que, n'étant disposés d'aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre, qu'il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l'aveuglement de notre passion et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car enfin mon amour ne veut rien écouter. Et je vous prie de ne me point faire de remontrances. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non. Mais j'y suis résolu. Et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Mais suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. Et j'appréhende votre sagesse. Hélas, mon frère, ne parlons pas de ma sagesse. Il n'est personne qui n'en manque au moins une fois en sa vie, et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Ah, plutôt ciel que votre âme comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire et me dites, qui est celle que vous aimez? Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la serre, la plaint et la console avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses qu'elle fait et l'on voit briller mille grâces en toutes ses actions. Une douceur pleine d'attrait, une bonté tout engageante, une honnêteté adorable. Ah, ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites. Et pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimez. J'ai découvert sous main qu'elles ne sont pas fort accommodées et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une vertueuse famille. Et concevez, quel déplaisir se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oui, je conçois assez, mon frère, quel peut être votre chagrin. Ah, ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire.
Car enfin, peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous, que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir? Que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir? Et si pour m'entretenir même, il faut maintenant que je m'engage de tous côtés, si je suis réduit avec vous à chercher tous les jours le secours des marchands pour avoir moyen de porter des habits raisonnables. Enfin, j'ai voulu vous parler pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Et si je l'y trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessein de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est bien vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère. Et... J'entends sa voix. Éloignons-nous un peu pour nous achever notre confidence, et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur. Hors d'ici tout à l'heure. Et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale de chez moi, maître juré, philo, vrai gibier de potanche. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Et tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? Et c'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sans vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai Tu fait? m'as fait que tu sortes. Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue. Et ne sois point dans ma maison planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévorent ce que je possède et furettent de tous côtés pour voir s'il y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable? Quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit. Et je veux renfermer ce que bon me semble faire sentinelle comme il me plaît. Pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il ait soupçonné quelque chose de mon argent. Serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Eh non, coquin, je ne dis pas ça. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai. Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici, encore une fois. Eh bien, je sors. Attends. Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Bien ça que je vois. Montre-moi tes mains. Et voilà. Les autres. Les autres? Oui. Et voilà! N'as-tu rien mis? Ici, dedans? Voyez vous-même. Et ces grands autres choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait prendre quelqu'un. Un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint, et que j'aurais de joie à le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. Qu'est-ce que je veux faire? La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Que dis-tu? Ce que je dis! Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Et qui est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de Je vous? crois ce que je crois.
Mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle. Je parle à mon bonnet. Et moi, je peux rien parler à ta barrette? M'empêcherez-vous de me dire les avaricieux? Non. Je t'empêcherai de chaser et d'être insolent, hein? Et toi? Je nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Que ce soit morveux. Qu'il se mouche. Te tairas-tu? Oui! Malgré moi! Tenez. Voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons. Rends-le-moi son de fouiller. Quoi? Ce que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Adieu. Attends à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience, au moins. Pandard, il fallait qu'il m'incommode fort. Je me plais point à voir ce chien de boiteux, là. Certes, c'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Bien heureux qui a tout son fait bien placé, ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Car pour moi, les coffres forts me sont suspects, je ne veux jamais m'y fier. Et je les tiens justement une franche amorce à voleur, et c'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus en or chez soi est une somme assez. Au ciel, je me serais trahi moi-même. La chaleur m'a emporté, je crois que j'ai parlé haut, en résonnant tout seul. Tess, Rien, mon père. y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là! Quoi? Ce que je viens de dire! Non. Si fait. Pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez oui quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qu'il peut avoir 10 000 écus Nous chez soi. feignons à vous aborder de peur de vous Je interrompre. suis bien aise de vous dire cela afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers et vous imaginer que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons pas dans vos affaires. Adieu que je les eusse. 10 000 écus. Je ne crois pas que... Ce serait une bonne affaire pour moi. Ce sont des choses. J'en aurais bon besoin. Je pense... Cela m'accommoderait fort. Vous êtes... Oui, je me plaindrai pas comme je fais que le temps est Mon misérable. Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment? J'ai assez de bien. Ce qu'ils disent, on en menti. Y a rien de plus fou. Et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits. Oh, ne vous mettez pas en colère! C'est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? De pareils discours, les dépenses que vous faites seront cause qu'un de ces jours on viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quel est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage à vous promener par la ville? Je querellais hier votre sort, mais c'est encore pis, voilà qui crie vengeance au ciel et à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête, tu aurais là de quoi faire. Une bonne constitution, je vous l'ai dit 20 fois, mon fils, toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement la grande marquis. Pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Et comment vous dérobez? Que sais-je? Vous pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Et c'est fort mal fait. Et si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter, mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le trouver un jour. Et je voudrais bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête? Et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher autre chose?
Est-il bien nécessaire d'employer de l'argent, des perruques, parce qu'on peut porter des cheveux de son cru qui ne coûtent rien. Je vais vous gager qu'en perruque et ruban, il y a du moins 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par année 18 livres, 6 sols, 8 deniers. À ne les placer qu'au denier 12. Vous avez raison! Bon, laissons cela. Et parlons d'autres affaires. Et je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. Je veux te dire ces gestes-là! Nous marchandons, mon frère et moi, qui parlera le premier. Nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi, j'ai quelque chose aussi à vous dire, à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. C'est de mariage aussi que je vais vous entretenir. Mon père! Ah, pourquoi c'est écrit? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon dont vous pouvez l'entendre. Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous deux. Et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Et pour commencer par un bout, avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne et qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne, Sa physionomie, toute honnête et pleine d'esprit. son air et sa manière. Admirable, sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songe à elle? Oui, mon père. Que ce serait un parti souhaitable. Très souhaitable. Elle a toute la mine de faire un bon ménage. Sans doute. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle. Assurément. Et il y a une petite difficulté. C'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Et mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi, la famille, pardonnez-moi. Non, ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien à vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolu de l'épouser. Bon, j'y trouve quelque bien. Comment? Vous êtes résolu, dites-vous? Eh oui, d'épouser Marianne. Qui, vous Eh oui, moi, que veut dire cela? Il m'a pris tout à coup un éblouissement et je me retire d'ici. Ça sera rien, allez vite dans la cuisine boire un grand verre d'eau claire et voilà de mes damoiseaux flouets qui n'en ont plus de vigueur que des poules. C'est là, ma fille, que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme? Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père. S'il vous plaît. Et moi, ma petite fille mamie, que je veux vous marier, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Et je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Si votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez. Et dès ce soir. Dès ce soir? Ouais, dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Ça sera, ma fille. Non, Si, non, vous dis-je. si vous dites C'est une chose où vous ne me réduirez point. une chose où je te réduirai. Je me tuerais plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace! A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte?
C'est un parti où il n'y a rien à dire. Et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Voilà, Valère. Veux-tu qu'entre nous deux, nous le fassions juge de cette affaire? J'y consens. Te rendras-tu à son jugement? Oui, j'en passerai par ce qu'il dira. Voilà qui est fait. Ici, Valère, nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur. Sans contredit. Et sais-tu bien de quoi nous parlons? Non, mais vous ne sauriez avoir tort. Et vous êtes toute raison. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Hein, que dis-tu de cela? Ce que j'en dis. Et Et quoi? je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment. Et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Mais aussi, n'a-t-elle pas tort tout à fait? Comment? Mais le Seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme qui est noble, doux, posé, sage, fort accommodé, auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Hein? Serait-elle mieux rencontrée? Cela est vrai. Mais il pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les choses. Et qu'il faudrait au moins quelque temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder avec... C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverais pas. Et il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Oui. Oh, je dis plus rien, voyez-vous. Voilà une raison tout à fait convaincante. Il se faut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire. Qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie. Et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Sans dot. Vous avez raison. Voilà qui décide tout, cela s'entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard. Et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Oh, sans dot. Il n'y a pas de réplique à cela. On le sait bien, qui diantre peut aller la contre? Ce n'est pas qu'il n'y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner, qui ne les voudraient point sacrifier un intérêt et chercheraient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur et la tranquillité et la joie. Sans dot. Il est vrai, cela ferme la bouche à tout. Sans doute, le moyen de résister à une raison comme celle-là. Il me semble que j'entends le chien qui aboie. Est-ce pas qu'on en voudrait à mon argent? Ne bougez! Je reviens tout à l'heure. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites? C'est pour ne point l'écrire et pour en venir mieux à bout. Heurter de front ses sentiments est le moyen de tout gâter. Il y a de certains esprits qu'il ne faut prendre qu'en biaisant, des tempéraments ennemis de toute résistance, des naturels rétifs que la vérité fait cabrer, qui toujours se roidissent contre le droit chemin de la raison et qu'on ne mène qu'en tournant où l'on veut le conduire. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut. Vous en viendrez mieux à vos fins. Mais ce mariage, Valère, On cherchera des biais pour le rompre. mais quelle invention trouver s'il se doit conclure ce soir? Il faut demander un délai et feindre quelques maladies. Mais on découvrira à la fin si on appelle des médecins. Mais vous moquez-vous. Y connaissent-ils quelque chose? Allez, allez. Vous pourrez avec eux avoir quel mal il vous plaira. Ils vous trouveront des raisons pour vous dire d'où cela vient. Ce n'est rien. Dieu merci. Notre dernier recours, c'est que la fuite peut nous mettre à couvert de tout. Et si votre amour, belle Élise, est capable d'une fermeté... Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut point qu'elle regarde comme un mari est fait
Et lorsque la grande raison de sans dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Ah bon, voilà bien parlé, cela. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler comme je fais. J'en suis ravi. Je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oui, tu as beau fuir, je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après cela, résistez à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais. Oui, tu m'obligeras. Il est bon de lui tenir un peu la bride haute. Ça est vrai. Il Ne faut... vous mettez pas en peine. Je crois que j'en viendrai à bout. Fais. Je m'en vais faire un petit tour en ville et je reviens tout à l'heure. L'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qu'il vous a donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit pas regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans. Et sans dot tient lieu de beauté, de jeunesse, de naissance, d'honneur, de sagesse et de probité. Oh, le brave garçon. Voilà parler comme un oracle. Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Traître que tu es, où t'es-tu donc allé fourrer? Ne t'avais-je pas donné ordre? Oui, monsieur. Je m'étais rendu ici pour vous attendre de pied ferme. Mais monsieur votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors, malgré moi. Et j'ai couru risque d'être battu. Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. Et depuis que je ne t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père, amoureux? Et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble de cette nouvelle mamie. Lui, se mêler d'aimer? De quoi diable s'avise-t-il? Se moque-t-il du monde? Et l'amour a-t-il été fait pour des gens bâtis comme lui? Il a fallu pour mes péchés que cette passion lui soit venue en tête. Mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour? Mais pour lui donner moins de soupçons. Et me conserver au besoin des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse t'a-t-on faite? Ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux. Il faut essuyer d'étranges choses lorsqu'on en est réduit à passer comme vous par les mains des fesses Mathieu. L'affaire ne se fera point. Pardonnez-moi. Notre maître Simon, le courtier qu'on nous a donné, homme agissant et plein de zèle, dit qu'il a fait rage pour vous. Et il assure que votre seule physionomie lui a gagné le cœur. J'aurai les 15 000 francs que je demande. Oui, mais à quelques petites conditions qu'il faudra que vous acceptiez. Si vous avez dessein que les choses se fassent. T'a-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent? Vraiment, monsieur, cela ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous. Et ce sont des mystères bien plus grands que vous ne pensez. On ne veut point du tout dire son nom. Et l'on doit aujourd'hui l'aboucher avec vous dans une maison empruntée pour être instruit par votre bouche de votre bien et de votre famille. Et je ne doute point que le seul nom de votre père ne rende les choses faciles. Et principalement notre mère étant morte, dont on ne peut m'ôter le bien. Voici quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur pour vous être montrés avant que de rien faire. Supposez que le prêteur voit toutes ses sûretés et que l'emprunteur soit majeur et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré, clair et net de tout embarras. On fera une bonne et exacte obligation par devant un notaire, le plus honnête homme qu'il se pourra, et qui, pour cet effet, sera choisi par le prêteur, auquel il importe le plus que l'acte soit dûment dressé. Il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur, pour ne charger sa conscience d'aucun scrupule, prétend ne donner son argent qu'au denier 18. Au denier 18. Parbleu, voilà qui est honnête. Il n'y a pas lieu de se plaindre. C'est vrai. Mais, comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, et que pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre, sur le pied du denier 5, il conviendra que le dit premier emprunteur paye cet intérêt. Sans préjudice du reste.
Attendu que ce n'est que pour l'obliger que le dit prêteur s'engage à cet emprunt. Comment diable, quel juif, quel arabe est cela? C'est plus qu'au denier 4. Il est vrai, c'est ce que j'ai dit. Vous avez à voir là-dessus. Que veux-tu que je vois? J'ai besoin d'argent. Et il faut bien que je consente à tout. C'est la réponse que j'ai faite. Il y a encore quelque chose. Ce n'est plus qu'un petit article. C'est 15 000 francs qu'on demande. Le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Et, pour les 1000 écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes, nippes et bijoux dont s'ensuit le mémoire et que ledit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qui lui a été Que veut possible. dire cela? Écoutez le mémoire. Premièrement, un lit de 4 pieds, à bande de poing de Hongrie, appliqué fort proprement sur un drap de couleur d'olive, avec 6 chaises et la courte pointe. De même, le tout bien conditionné et doublé d'un petit taffetas changeant, rouge et bleu. Plus un pavillon à queue d'une bonne serge d'omale rose sèche, avec le mollet et les franges de soie. Que veut-il que je fasse de cela? Attendez! Plus une tenture de tapisserie des amours de Gombo et de Massé. Plus une grande table de bois de noyer à 12 colonnes ou piliers tournés qui se tirent par les debout et garnis par le dessous de ces 6 escabelles. Faire, morbleu! Tenez-vous patience. Plus 3 gros mousquets, tous garnis de nacre de perles avec les 3 fourchettes assortissantes. Plus un fourneau de briques avec 2 cornues et 3 récipients fort utiles à ceux qui sont curieux de distiller. Doucement. Plus un luth de Bologne garni de toutes ses cordes, ou peu s'en faut. Plus un trou madame et un damier avec un jeu de loi renouvelé des Grecs, fort propre à passer le temps lorsque l'on n'a que faire. Plus une peau de lézard de 3 pieds et demi, remplie de foin, curiosité agréable pour pendre au plancher d'une chambre. Le tout, qui dessus mentionné, valant loyalement plus de 4500 livres, est rabaissé à la valeur de 1000 écus par la discrétion du prêteur. Peste l'étouffe avec sa discrétion. Le traître, le bourreau qu'il est. A-t-on jamais parlé d'une usure semblable? Et n'est-il pas content du furieux intérêt qu'il exige, sans vouloir encore m'obliger à prendre pour 3000 livres les vieux regatons qu'il ramasse? Je n'aurai pas 200 écus de tout cela. Et cependant, il faut bien me résoudre à consentir à ce qu'il veut. Car il est en état de me faire tout accepter et il me tient, le scélérat, le poignard sur la gorge. Je vous vois, monsieur, ne vous en déplaise. Par le grand chemin, justement, que tenait Panurge pour se ruiner. Prenons argent d'avance, achetons cher, vendons à bon marché et mangeons son blé en herbe. Que j'y fasse. Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et on s'étonne après cela que les fils souhaitent qu'ils meurent. Il faut avouer que le vôtre animerait contre sa vilainie le plus posé homme du monde. Je n'ai pas, Dieu merci, des inclinations fort patibulaires. Ah et parmi mes confrères, que je vois se mener de beaucoup de petits commerces, je sais tirer adroitement mon épingle du jeu et me démêler prudemment de toutes les galanteries qui sentent tant soit peu l'échelle. Mais à vous dire vrai, le vôtre, par ses procédés, me donnerait des tentations de le voler. Je croirais, en le volant, faire une action méritoire. Donne-moi un peu ce mémoire que je le vois encore. Oui, monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. Ses affaires le pressent d'en trouver et il en passera par tout ce que vous en prescrirez. Mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y a rien à péricliter? Et savez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez? Non, je ne puis pas bien vous en instruire à fond et ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui. Mais vous serez en toute chose instruit par lui-même et son homme m'a assuré que vous serez content quand vous le connaîtrez. Tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa famille est fort riche.
qu'il n'a plus de mère déjà et qu'il s'obligera, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit 8 mois. Ah, c'est quelque chose que cela. La charité, Maître Simon nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Cela s'entend. Que veut dire ceci? Notre maître Simon, qui parle à votre père, lui aurait-on appris qui je suis? Et serais-tu pour nous trahir? Vous êtes bien pressé. Qui vous a dit que c'était séant? Ce n'est pas moi, monsieur, au moins qu'il aurait découvert votre nom et votre logis. Mais, à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Comment? Ce sont des personnes discrètes et vous pouvez ici vous expliquer ensemble. Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Comment? Pondard! C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités. Comment, mon père? C'est vous qui vous portez à ces honteuses actions. C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables. C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles. Oses-tu bien, après cela, paraître devant moi? Osez-vous bien après cela vous présenter aux yeux du monde? N'as-tu point de honte, dis-moi, d'en venir à cette débauche-là, de te précipiter dans des dépenses effroyables et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueur? Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites, de sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités qu'a jamais inventées les plus célèbres usuriers. Honte-toi de mes yeux, coquin! Honte-toi de mes yeux! Qui est plus criminel à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin, ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi, te dis! Il ne m'échauffe pas les oreilles! Je ne suis pas fâché de cette aventure, et ce m'est un avis de tenir l'œil plus que jamais sur toutes ses actions. Monsieur! Attendez un moment! Je vais revenir vous parler. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. L'aventure est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il ait quelque part un ample magasin de hardes, car nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons. Et c'est toi, mon pauvre la flèche. D'où vient cette rencontre? Ah, c'est toi, Frosine? Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs. M'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre rente que l'intrigue et que l'industrie. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui, je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère une récompense. De lui? Oh, ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Et je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet. Et tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est de tous les humains l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels, le plus dur, le plus serré. Des points de service qui poussent sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de l'estime, de la bienveillance en parole et de l'amitié, tant qu'il vous plaira. Et de l'argent. Point d'affaires. Il n'est rien de plus sec, de plus aride que ses bonnes grâces, ses caresses. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion
qui ne dit jamais je vous donne, mais je vous prête le bonjour. Mon Dieu! Je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelle ici. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Il est turc là-dessus. Mais d'une turquerie à désespérer tout le monde. Et l'on pourrait crever qu'il n'en branlerait pas. En un mot, il aime l'argent plus que réputation, qu'honneur et que vertu. Et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est le frapper par son droit mortel, c'est lui percer le cœur, c'est lui arracher les entrailles. Et si... Mais il revient, je me retire. Ouais. Tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Rosine? Ah! Mon Dieu, que vous vous portez bien! Et que vous avez là un vrai visage de santé. Et? Qui? Moi? Jamais je ne vous viens ainsi frais, si gaillard. Eh, tout bon. Comment? Vous l'avez de votre vie, et si jeune que vous êtes. Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Et cependant, voisine, j'en ai 60 bien comptés. Bah, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien de quoi? C'est la fleur de l'âge, ça. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins, pourtant, ne me ferait point de mal, que je crois. Vous moquez, vous n'avez pas besoin de cela. Vous êtes d'une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Eh, tu crois? Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Mais... Oh! Que voilà pas là? Entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Oh, tu te connais à cela? Sans doute, montrez-moi votre main. Ah. Mon Dieu, quelle ligne de vie. Comment? Voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? À part ma foi, je disais 100 ans, mais... Vous passerez les 6-20. C'est possible. Faudra vous assommer, vous dis-je. Et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit-on mêler de rien dont je ne viens à bout? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de parti au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois, si je me l'étais mis en tête, que je marierais le Grand Turc avec la République de Venise. Il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, hein, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Donc, qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui doit se faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine. Et me l'a confié pour cela. Et c'est que je suis obligé, Frosine, de donner à souper au Seigneur Anselme. Et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Elle doit, après dîner, rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour venir ensuite au souper. Eh bien, ils iront ensemble dans mon carrosse, et que je leur prêterai. Voilà justement son affaire. Mais... Rosine, as-tu entretenu la mère, touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Là, tu dis qu'il fallait qu'elle cédât un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci, car encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose. Comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente. Oui? Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes. Et à laquelle, par conséquent, il faudra ni table bien servie, ni consommé esquis, ni orge mondée perpétuelle, ni toutes les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Ça va pas si peu de choses qu'il le monte bien tous les ans à 3 000 francs pour le mois, outre cela.
Elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple. Et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux, ou donne ses pareils avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4000 francs par an de plus. Elle a une aversion horrible pour le jeu. Ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Ouais. J'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40 20 000 francs cette année. Mais n'en prenons rien que le cas. 5 000 francs au jeu par an, 4 000 francs d'habits et bijoux, ça fait 9 000 livres. Et 1000 écus que nous mettons pour la nourriture. Voilà-t-il pas parrainer vos 12 000 francs, bien comptés. C'est pas mal. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi. N'est-ce pas quelque chose de bien réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété? L'héritage d'un grand amour de simplicité de parure. Et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu. C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose. Mon Dieu. Vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien. dont vous serez le maître. Et il faudra voir cela. Mais Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Elle n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Elle, oh, je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Mais elle n'est pas plus ravie, dit-elle, que quand elle peut voir un beau vieillard, avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Elle vous avertit de n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Il n'y a pas 4 mois encore qu'elle est en prête d'être mariée, on pinette le mariage. Parce que son amant fit voir qu'il avait 56 ans. Et qui prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Ouais. Elle dit que c'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour l'aîné qui porte des lunettes. Certes, tu me dis là une chose, mais toute nouvelle. Ça va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux, quelques estampes, mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Paris, des Céphales et des Apollons? Non! De beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anchise sur les épaules de son fils. Oh, cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Je le crois bien. Voilà belle drogue que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux cotellirots pour donner envie de leur peau. Ouais, je voudrais bien savoir les ragouilles à eux. Pour moi, je n'y en comprends point. Je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle fieffée. Trouver la jeunesse aimable et savoir le sens commun. Sont-ce des hommes que Jane Blondin? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours avec leur tontoulette et leurs 3 petits brins de barbe relevés en barbe de cheval, leur perruque double, leur rechauche tout tombant, et leur estomac débraillé. Et voilà qu'est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, ça.
Il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment? Vous êtes à ravir. Et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher. Voilà. Un corps taillé, libre et dégagé comme il faut. Et qui ne marque aucune incommodité. Hmm. Ah, j'en ai pas de grande, Dieu merci. Avec ma fluxion qui me prend le temps. Ce n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal. Et vous avez grâce à tousser. Dis-moi un peu, Marianne ne m'a-t-elle point encore vu? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant? Non. Mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Hein? Je lui ai fait un portrait de votre personne. Et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite. Et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. T'as bien fait, je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre, faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès. Si vous aviez quelque bonté pour moi, oh, vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Oh, que vous lui plairez. Que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre haute chose. Attachée au pourpoint avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous. Et un amant aiguillité sera pour elle un ragoût merveilleux. Certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruinée si je le perds. Et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Oh, je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Il m'a fait grand plaisir, Frosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Ça me remettra sur pied. Et Adieu. je vous en serai éternellement obligée. Adieu, je m'en vais, je fais mes dépêches. Je vous assure, monsieur, que vous ne seriez jamais me soulager dans un plus grand besoin. Mais très hâte que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Je ne vous importunerai pas si je ne m'y voyais forcée par la nécessité. J'aurai soin qu'on soupe de bonheur pour ne vous point faire Ne malade. me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Ah, je m'en vais, voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Oh. Que la fièvre te serre. Chien de vilain, tous les diables. Le ladre a été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne me faut pourtant pas quitter la négociation. Eh bien, j'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assurée de tirer bonne récompense. Allons, volez ça tous, que je vous distribue mes ordres pour tantôt et règle à chacun son emploi. Approchez, Dame Claude. Commençons par vous. Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et surtout, prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort. De peur de les user. Outre cela, je vous constitue pendant le souper au gouvernement des bouteilles.
Et s'il s'en écarte quelqu'une et qu'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages. Châtiment politique. Allez, vous, Brin d'Avoine et vous, la Merluche, je vous établis dans la charge de rincer les verres et de donner à boire, mais seulement lorsque l'on aura soif, et non pas selon la coutume de certains impertinents de laquais qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire lorsqu'on n'y songe pas. Attendez qu'on vous en demande plus d'une fois. Et vous vous souvenez de porter toujours beaucoup d'eau. Ouais, le vin pur monte à la tête. Quitterons-nous aussi quenille, monsieur? Oui, quand vous verrez venir les personnes. Et gardez bien de gâter vos habits. Vous savez bien, monsieur, qu'un des devants de mon pourpoint est couvert d'une grande tache de l'huile de la lampe. Moi, monsieur, que j'ai mon haut de choses tout troué. Par derrière, et qu'on me voit révérence parler. Ben, rangez cela adroitement du côté de la muraille. Et présentez toujours le devant au monde. Et vous tenez toujours votre chapeau ainsi. Lorsque vous servirez. Pour vous, ma fille, vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira et prendrez garde à ce qu'il ne s'en fasse aucun dégât. Hein? Cela sied bien aux filles. Mais cependant, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse, qui vous doit venir visiter et vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je vous dis? Oui, mon père. Et vous, mon fils, le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, ne vous allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage. Moi, mon père, mauvais visage, et pour quelle raison? Mon Dieu, nous savons le train des enfants dont les pères se remarient et de quel œil ils ont coutume de regarder ce qu'on appelle belle-mère. Mais si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière Frodène, je vous recommande surtout de régaler d'un bon visage cette personne-là et de lui faire enfin tout le meilleur accueil qui vous sera possible. Dire le vrai, mon père, je ne puis pas vous promettre d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Je mentirais si je vous le disais, mais pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Prenez-y garde au moins. Vous verrez que vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre. Vous ferez sagement. Valère, aide-moi à ceci. Oh ça, Maître Jacques, approchez-vous. Hein? Je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur? Ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais à qui des deux, le premier? Au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. Quel diable de cérémonie est-ce là? Vous n'avez qu'à parler. Je suis engagé, Maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Ah, que diable! Toujours de l'argent, sans qu'il n'y ait autre chose à dire. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Et non que ce mot, à la bouche, de l'argent, toujours parler d'argent. Voilà le répit de chevet, de l'argent! Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde. Il n'y a si pauvre esprit qui n'en fit bien autant. Et pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent? Oui. Ah, par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Aussi bien vous mêlez-vous séant d'être le factoton. Oh, taisez-vous! Qu'est-ce qu'il nous faudra? Voilà, monsieur, votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Hey, je veux que tu me répondes. Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8. Et au 10. Mais il faut prendre que 8. Eh ben, il faudra 4 grands potages bien garnis et 5 assiettes d'entrée. Potage bisque,
potage de perdrix au chou vert, potage de santé, potage de canard au navet. Entrée, fricassée de volaille, tourte de pigeonneau, riz de veau, boudins blancs et morilles. Que diable voilà pour traiter toute une ville entière. Rôti dans un bassin en pyramide, une longe de veau de rivière, 3 faisans, 3 poulardes bien grasses, 12 petits perdreaux. Traître, tu manges tout mon bien. Entremets. Encore? Et est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous en lire un peu les préceptes de la santé et demandez au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande, que pour se bien montrer ami des gens que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne, et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Oh, que cela est bien dit. Approche que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas manger. Non, mais c'est pas ça. Comment est-ce que tu dis? Qu'il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Oui, entends-tu? Qui est le grand homme qui a dit cela? Ah, je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Nous les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de Massa. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour... Manger. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Allez, fais donc. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient. D'abord, là, quelques bons haricots, là, bien gras, avec quelques pâtés en pot bien garnis de marron, là, que ça foisonne. Pan, pan, pan. Reposez-vous sur moi. Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse. Attendez, ceci s'adresse au cocher. Vous Il dites, faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour conduire à la foire. vos chevaux, monsieur? Ma foi, ils sont pas du tout en état de marcher. Je ne vous dirai point qu'ils sont sur la litière, les pauvres bêtes, non, non, point, ce serait fort mal parlé. Mais vous leur faites observer des jeunes si austères que ce ne sont plus rien que des idées ou des fantômes, des façons de chevaux. Les voilà bien malades. Ils ne font rien. Et pour ne faire rien, monsieur, est-ce qu'il ne faut rien manger? Il leur vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup, de manger d'eux-mêmes. Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués. Car enfin, j'ai une tendresse pour mes chevaux. Il me semble que c'est moi-même quand je les vois pâtir. Je m'ôte tous les jours pour eux les choses de la bouche. Et c'est être monsieur d'un naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié de son Le prochain. travail ne sera pas grand d'aller jusqu'à la foire. Non, monsieur, je n'ai pas le courage de les mener. Et je ferai conscience de leur donner des coups de fouet en l'état où ils sont. Comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse qu'ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes? Monsieur, j'obligerai le voisin le Picard à se charger de les conduire. Aussi bien nous fera-t-il ici besoin pour apprêter le souper. Soit! J'aime mieux encore qu'ils meurent sous la main d'un autre que sous la mienne. Maître Jacques, faites bien le raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Paix. Monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs. Mais je vois que ce qu'il en fait, que ces contrôles perpétuels sur le pain et le vin, le bois, le sel et la chandelle, ne sont rien que pour vous gratter et pour vous faire sa cour. J'enrage de cela. Et je suis fâché tous les jours d'entendre ce qu'on dit de vous. Car enfin, je me sens pour vous de la tendresse, en dépit que j'en ai. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, monsieur. Si j'étais assuré que cela ne vous fâchât point. Non, en aucune façon. Pardonnez-moi, je sais fort bien que je vous mettrai en colère. Point du tout. Au contraire, c'est me faire plaisir. Je suis bien aise d'apprendre comme on parle de moi.
Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous. Qu'on nous jette de tous côtés sans brocard à votre sujet. Et qu'on n'est point plus ravis que de vous tenir au cul et aux chausses et de faire sans cesse des comptes de votre lésine. L'un dit que vous faites imprimer des almanachs particuliers où vous faites doubler les 4 temps et les vigiles afin de profiter des jeûnes où vous obligez votre monde. L'autre que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie avec vous pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-là compte qu'une fois, vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton. Celui-ci, qu'on vous surprit une nuit en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux, et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise? On ne saurait aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Vous êtes la femme et la risée de tout le monde. Et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de lâche, de vilain, de fesses Mathieu. De fesses Mathieu. Vous êtes un chou, un maraud, un coquin et un impudent. Eh ben, ne l'avais-je pas deviné, vous ne m'avez pas voulu croire. Ah, je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprenez à parler. À ce que je puis voir, Maître Jacques, on paye mal votre franchise. Morbleu, monsieur le nouveau venu qui fait l'homme d'importance. Ça n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera et ne venez point rire des miens. Hein? Oh, monsieur Maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Il file doux. Je veux faire le brave et s'il est assez sot pour me craindre, le frotter quelque peu. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi? Et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte? Et doucement. Comment doucement? Il ne me plaît pas, moi. De grâce. Vous êtes un impertinent, hein? Monsieur Maître Jacques. Il n'y a pas de monsieur Maître Jacques pour un double. Si je prends un bâton, je vous rosserai d'importance. Comment? Un bâton? Je parle pas de cela. Savez-vous bien, monsieur le Fat, que je suis homme à vous rosser vous-même? Aïe, je le sais bien. Que vous n'êtes pour tout potage qu'un faquin de cuisinier. Oh, je le sais bien. Et que vous ne me connaissez pas encore. Pardonnez-moi. Vous me rosserez, dites-vous? Je le disais en raillant. Et moi, je ne prends point de goût à votre raillerie. Ah, ouf, ouf. Apprenez que vous êtes un mauvais railleur. Peste soit la sincérité, c'est un mauvais métier. Désormais, j'y renonce et je ne veux plus dire vrai. Passe encore pour mon maître, il a quelque droit de me battre. Mais pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai. Si je puis. Savez-vous, Maître Jacques, si votre maître est au logis? Oui, vraiment, il y est. Je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Ah, nous voilà pas mal.
que je suis Frosine dans un étrange état, et s'il faut dire ce que je sens que j'appréhende cette vue. Mais pourquoi? Et quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous? Ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher? Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je connais à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, c'est une chose, Frosine, dont je ne veux pas me défendre. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non, je ne sais point quel il est. Mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer. Et que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner. Mon Dieu! Tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien leur fête, mais la plupart sont gueux comme des rats. Et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue que les sens trouvent pas tout à fait leur compte du côté que je dis. Il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux. Mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable qui réparera toute chose. Mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire lorsque pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Vous moquez-vous? Vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Et ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Le voici en propre personne. Oh, Frosine, quelle figure! Ne vous offensez pas, ma belle. Si je viens à vous avec des lunettes, je sais que vos apports frappent assez les yeux, sont assez visibles d'eux-mêmes, et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens une garantie que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit, et dans le pays des astres. Frosine, un oreille pour moi, le témoin ne me semble aucune joie de me voir. C'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis, les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Voilà, belle mignonne, ma fille, qui vient vous saluer. Je m'inquiète bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire et c'était à moi de vous prévenir. Vous voyez qu'elle est grande, hein? Mais une mauvaise herbe croît toujours. Oh, l'homme déplaisant. Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites. Adorable mignonne. Quel animal. Je vous suis trop obligé de ces sentiments. Voici aussi mon fils qui vous vient faire la révérence. Oh, Frosine, quelle rencontre. C'est justement celui dont je t'ai parlé. L'aventure est merveilleuse. Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants, mais je serai bientôt défait, et de l'un et de l'autre. Madame, à vous dire le vrai, c'est ici une aventure où sans doute je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessein qu'il avait formé. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous.
Et je n'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix et que ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessein où vous pourriez être de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi. Et c'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite point. Ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns, mais je suis assuré que vous serez personne à le prendre comme il faudra. Que c'est un mariage, madame. Vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance. Que vous n'ignorez pas, sachant ce que je suis, comme il choque mes intérêts, et que vous voulez bien enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, que si les choses dépendaient de moi, cet hymen ne se ferait point. Voilà un compliment bien impertinent. Quelle belle confession à lui faire. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort égales. Et que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins sans doute à vous voir mon beau-fils. Ne croyez pas, je vous prie, que ce soit moi qui cherche à vous donner cette inquiétude. Je serais fâchée de vous causer du déplaisir. Et si je ne m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai point au mariage qui vous chagrine. Elle a raison, à son compliment, il faut une réponse de même. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu'il dit. Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensé. Au contraire, il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments. J'aime de lui un aveu de la sorte. Et s'il avait parlé d'autre façon, je l'en estimerais bien moins. C'est beaucoup de bonté à vous de vouloir excuser ses fautes. Le temps le rendra plus sage et vous verrez qu'il changera de sentiment. Non, mon père, je ne suis point capable d'en changer, et je prie instamment madame de le Vous croire. voyez quelle extravagance. Il continue encore plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Encore? Avez-vous envie de changer de discours? Eh bien, puisque vous voulez que je parle d'autre façon, souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père, et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous, que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire, et que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes. C'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse, et les obstacles les plus puissants. Doucement, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous à madame. Mon Dieu, j'ai une langue pour m'expliquer moi-même et je n'ai pas besoin d'un procureur comme vous. Allons. Tenez des sièges. Non. Il vaut mieux que de ce pas, nous allions à la foire, afin d'en revenir plus tôt. Et d'avoir tout le temps ensuite de vous entretenir. On mette donc les chevaux au carrosse. Je vous prie de m'excuser, ma belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. J'y ai pourvu, mon père. Et j'ai fait apporter ici quelques bassins d'oranges de la Chine, de citrons doux et de confiture que j'ai envoyé quérir de votre part. Valère! Il a perdu le sens. Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez? Madame aura la bonté d'excuser cela, s'il vous plaît. C'est une chose qui n'était pas nécessaire. Avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt? Il est vrai qu'il brille beaucoup. Il faut que vous le voyiez de près. Il est fort beau, sans doute. Il jette quantité de feu. Nenni, madame! Il est en de trop belles mains. C'est un présent que mon père vous a fait. Moi! N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous? Comment? Belle demande. Et il me fait signe de vous le faire accepter. Je ne veux point. Vous moquez-vous, une garde de le reprendre. J'enrage. Ce serait... Non, vous dis-je, c'est l'offenser. Point du tout. Peste! Le voilà qui se scandalise de votre refus. Vous voyez qu'il se désespère. Qui est? Mon père, ce n'est pas ma faute, je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder, mais elle est obstinée. Vendard! Vous êtes cause, madame, que mon père me querelle. Oh, le coquin! Ferait tomber malade. De grâce, madame, ne résistez point davantage. Mon Dieu, que de façon, gardez la bague. Puisque monsieur le veut.
pour ne vous point mettre en colère, je la garde maintenant. Et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler. Dis-lui que je suis empêché qu'il revienne une autre fois. Il dit qu'il vous apporte de l'argent. Je vous demande pardon. Je reviens tout à l'heure. Ah, je suis mort. Qu'est-ce, mon père? Vous êtes-vous fait mal? De l'argent de mes débiteurs me faire rompre le cou. Cela ne sera rien. Monsieur, je vous demande pardon, je croyais bien faire d'accourir vite. Il a dit faire ici, bourreau. Vous dire que vos 2 chevaux sont déférés. On les met promptement chez le maréchal. bah, En attendant qu'il soit ferré, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis et conduire madame dans le jardin où je ferai porter la collation. Là, il y a tout cela. François, je te prie, m'en sauver le peu que tu pourras pour le renvoyer aux marchands. C'est assez. Oh, fiche impertinent! As-tu envie de me ruiner? Ça tellement de ce sont non esthétique. Rentrons ici, nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus autour de nous personne de suspect. Et nous pouvons parler librement. Oui, madame? Mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour vous. Je sais les chagrins et les déplaisirs que sont capables de causer de pareilles traverses. Et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure. C'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts une personne comme vous. Et je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureuses gens l'un et l'autre de ne m'avoir point avant tout ceci averti de votre affaire. Je vous aurais sans doute détourné cette inquiétude et n'aurais point amené les choses où l'on voit qu'elles sont. Mais que veux-tu, c'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais belle Marianne, quelles résolutions sont les vôtres? Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits? Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits. Point de pitié officieuse, point de secourable bonté, point d'affection agissante. Que saurais-je vous dire? Mettez-vous en ma place et voyez ce que je puis faire. Avisez et ordonnez vous-même, je m'en remets à vous. Mais je vous crois trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur. Et la bienséance. Sous me réduisez-vous que de me renvoyer à ce que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur et d'une scrupuleuse bienséance? Mais que voulez-vous que je fasse? Quand je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé? J'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée dans une tendresse extrême et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle, employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez, je vous en donne la licence. Mais s'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Frosine, ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir? Par ma foi, faut-il le demander? Je voudrais de tout mon cœur. Vous savez que, de mon naturel, je suis assez humaine. Hein? Le ciel ne m'a point fait l'âme de bronze. Et je n'ai que trop de tendresse à rendre des petits services quand je vois des gens qui s'entraiment, en tout bien et en tout honneur. Que pourrions-nous faire à ceci?
Songe un peu, je te prie. Ouvre-nous des lumières. Trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile. Pour votre mère, elle n'est pas tout à fait déraisonnable et peut-être pourrait-on la gagner et la résoudre à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. Ben, le mal que j'y trouve, c'est que votre père est votre père. Oui, cela s'entend. Je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on le refuse. Et qui ne sera pas d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Il faudrait, pour bien faire, que le refus vint de lui-même. Et tâchez par quelques moyens de le dégoûter de votre personne. Tu as raison. Ah ben oui, j'ai raison, je le sais bien, c'est là ce qu'il faudrait. Ben, le diantre est d'en pouvoir trouver les moyens. Attendez. Si nous avions quelques femmes, un peu sur l'âge, qui fut de mon talent et qui jouaient assez bien pour qu'on trouve faire une dame de qualité. Par le moyen d'un train fait à la hâte et d'un bizarrenou de marquise ou de vicomtesse que nous supposerions de la Basse-Bretagne. J'aurais assez d'adresse pour faire croire à votre père que ce serait une personne riche outre ses maisons de 100 000 écus en argent comptant. Qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait de voir sa femme jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage. Et je ne doute point qu'il ne prête à l'oreille à ma proposition. Car enfin, il vous aime fort, je le sais bien, mais il aime un peu plus l'argent. Et quand, ébloui de ce leurre, il aurait une fois consenti à ce qui vous touche, il importerait peu ensuite qu'il se désabusât. En venant à vous la voir claire, vous avez fait notre marquise. Tout cela est fort bien pensé. Laissez-moi faire, je viens de me souvenir d'une de mes amies qui sera notre fête. Oh, sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance. Si tu viens à bout de la chose. Mais, charmante Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites-y de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qu'il vous sera possible. Servez-vous de tout le pouvoir que vous donne sur elle, cette amitié qu'elle a pour vous. Déployez sans réserve les grâces éloquentes, les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux et dans votre bouche. Et n'oubliez rien, s'il vous plaît, de ces tendres paroles, de ces douces prières et de ces caresses touchantes à qui je suis persuadé qu'on ne saurait rien refuser. J'y ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose. Mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère, et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelque mystère là-dessus? Voilà mon père! Le carrosse est tout prêt. Vous pouvez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Non, demeurez. Elles iront bien toutes seules. J'ai besoin de vous. Oh. Ça, intérêt de belle-mère à part. Et te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble. Oui. De son air, de sa taille, de sa beauté, son esprit. Là. Mais encore. Oh, vous en parlez franchement, je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette. Sa taille est assez gauche. Sa beauté est très médiocre et son esprit des plus communs. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom. Mais c'était pour vous plaire. Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle? Moi? Au point du tout. J'en suis fâché. Car cela rompt une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait en la voyant ici réflexion sur mon âge. Et j'ai pensé qu'on pourra trouver à redire de me voir marié à une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessein. Et comme je l'ai fait demander que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurais donné. Et sans l'aversion que tu témoignes. À moi? À toi.
En mariage? En mariage? Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût, mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser si vous voulez. Et moi, je suis plus raisonnable que tu ne penses et je ne veux point forcer ton inclination. Pardonnez-moi, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, non, le mariage ne saurait être heureux, ou l'inclination n'est pas... C'est quelque chose, mon père, qui peut-être viendra ensuite, et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'affaire. Ce sont des suites fâcheuses où je n'ai garde de me commettre. Si tu avais senti quelque inclination pour elle à la bonne heure, je l'aurais fait épouser au lieu de moi. Mais cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein et je l'épouserai moi-même. Eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur, il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime. Depuis un jour que je la vis dans une promenade, que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme, et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Et lui avez-vous rendu visite? Oui, mon père. Beaucoup de fois? Assez, pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu? Formidable. Mais sans savoir qui j'étais, et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Et lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser? Sans doute. Et même, j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Et fort civilement. Et la fille correspond-elle fort à votre amour? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Oh, je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Voilà justement ce que je demandais. Aussi, mon fils, savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour, à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine. Oui, mon père. C'est ainsi que vous me jouez. Eh bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne, qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête, et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours, peut-être, qui combattront pour moi. Pandard, tu as l'audace d'aller sur mes brisées? C'est vous qui allez sur les miennes, et je suis le premier en date. Suis-je pas ton père et ne me dois-tu pas respect? Ce ne sont point ici des choses où les enfants soient obligés de déférer au père, et l'amour ne connaît personne. Va bien me connaître avec de bons coups de bâton. Toutes vos menaces ne feront rien. Tu renonceras à Marianne? Pas du tout. Donnez-moi un bâton tout à l'heure. Et messieurs, qu'est-ce que c'est? À quoi songez-vous? Je me moque de cela. Ah, monsieur, doucement. Me parler avec cette impudence. Ah, monsieur de grâce. Je démordrai point. Et quoi, à votre père? Laisse-moi faire. Et quoi, à votre fils? Encore pas ça? Tu veux faire toi-même maître Jacques juge de cette affaire pour montrer comme j'ai raison. Mais j'y consens. Éloignez-vous un peu. J'aime une fille que je veux épouser. Le Pandard, à l'insolente l'aimer avec moi et d'y prétendre malgré mes sorts. Il a tort. C'est pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son père ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison. Laissez-moi lui parler. Et demeurez là. Bien oui, puisqu'il veut te choisir pour juge, je n'y recule point, il ne m'apporte qui ce soit, et je veux bien aussi m'en remettre à toi, maître Jacques, de notre différend. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes vœux et reçoit tendrement les offres de ma foi. Et mon père s'avise de venir troubler notre amour par la demande qu'il en fait faire. Il a tort, assurément. N'a-t-il point de honte, à son âge, de songer à se marier? Lui sait-il bien d'être encore amoureux? Et ne devra-t-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison. Il se moque. Laissez-moi lui dire deux mots. Eh bien, votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Et il se met à la raison. Il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur. Et qu'il ne fera point refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira, pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous ne faites. Et lui donner quelques personnes en mariage dont il est lieu d'être content. Dis-lui, maître Jacques, que moyennant cela, il pourra espérer
toute chose de moi et que, hors Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. Eh ben, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites et il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère, qu'il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir et qu'il sera fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez, pourvu que vous vouliez vous y prendre par la douceur et lui rendre les déférences, les respects et les soumissions qu'un fils doit à son père. Ah, Maître Jacques, tu lui peux assurer que s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes et que jamais je ne ferai aucune chose que par ses volontés. Cela est fait, il consent à ce que vous dites. Voilà qui va le mieux du monde. Tout est conclu. Il est content de vos promesses. Le ciel en soit loué! Messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble, vous voilà d'accord maintenant, et vous alliez vous quereller faute de vous entendre. Mon pauvre Maître Jacques, je te serai obligé toute ma vie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Il m'a fait plaisir, Maître Jacques. Et cela mérite une récompense. Va. Je m'en souviendrai, je t'assure. Je vous baise les mains. Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paraître. Cela n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Moi que j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi? Ne gardez aucun ressentiment de toutes mes extravagances? C'est une chose où tu m'obliges par la soumission et le respect où tu te ranges. Je vous promets, mon père, que jusque au tombeau, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose que de moi tu n'obtiennes. Ah, mon père, je ne vous demande plus rien. Et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? Je dis, mon père, que je suis trop content de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Qu'est-ce qui parle de t'accorder Marianne? Vous, mon père? Moi? Sans doute. Comment? C'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi, y renoncer. Oui. Point du tout. Tu n'es pas départi d'y prétendre? Au contraire, j'y suis porté plus que jamais. Quoi? Pandare? Taureau-chef? Rien ne me peut changer. Laisse-moi faire. Traître. Faites ce qui vous plaira. Je te défends de ne jamais voir. À la bonne heure. Je t'abandonne. Abandonné. Je te renonce. Pour mon fils. Soit. Je te déshérite. Tout ce que vous voudrez. Et je te donne
ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons. Monsieur, que je vous trouve à propos. Suivez-moi vite. Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je. Nous sommes bien loin. Voici votre affaire. J'ai gagné ceci tout le jour. Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Moi, tu fais. Vous saurez tout. Sauvons-nous. J'entends crier. Oh voilà. Oh voilà. À la chasse. Meurtrier. Justice. Justice. Je suis Perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui le possède? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver ou courir? À ne pas courir! N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent! C'est moi. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis. Qui je suis. Hélas. C'est mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami, on m'a privé de toi. Puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, m'est impossible de vivre. En effet, je ne peux plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? C'est personne. Il faut quelque chose qui a fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on était pieds là-bas, et on a choisi justement, le temps que je parlais, à mon traître de fils. Sortons, je vais aller dire la justice. Il fait ordonner la question de toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Ah, que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui me donne des soupçons, et tout me semble... Mon voleur, de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui
De grâce, si on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Il me regarde tous. Ils se mettent à rire. Vous verrez sans doute qu'ils ont peur au vol que l'on m'a fait. Serpent! Je vais dire la justice. Allons, vite, des commissaires, des archers, des préaux, des juges, des jeunes, des potences et des bourreaux. Je vais faire prendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. Laissez-moi faire, je sais mon métier, Dieu merci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols. Et je voudrais avoir autant de sacs de 1000 francs que j'ai fait pendre de personnes. Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si on me fait retrouver mon argent, je demanderai justice. De la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette 10 000 écus. Bien compté. 10 000 écus. 10 000 écus. Le vol est considérable. Il n'y a pas de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées sont plus en sûreté. En quelles espèces était cette somme? Bon, Louis d'or, et puis seul la bien trébuchante. Qui soupçonnez-vous de ce vol? Et je veux que vous arrêtiez prisonnier la ville et les faubourgs. Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne. Et tâchez doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder après, par la rigueur, au recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Je m'en vais revenir, qu'on me l'égorge tout à l'heure, qu'on me lui fasse griller les pieds, qu'on me le mette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé. Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer, je veux vous l'accommoder à ma fantaisie. Pas question de cela, et voilà monsieur qui vous parlait d'autre affaire. Ne vous épouvantez point. Je suis homme à ne vous point scandaliser et les choses iront dans la douceur. Monsieur est de votre souper? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, monsieur, je montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Et c'est pas là l'affaire. Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrais, c'est la faute de monsieur notre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Traître, il s'agit d'autre chose que de souper. Et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin, je m'en vais te pondre. Si tu me le... Oh mon Dieu, ne le maltraitez point! Je vois à sa mine qu'il est honnête homme et que sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent et il n'est pas que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant.
Depuis qu'il est entré séant, il est le favori, on n'écoute que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de tantôt. Qu'as-tu à ruminer? Laissez-le faire. Il se prépare à vous contenter, et je vous ai bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère, Ouais. lui, qui me paraît si fidèle. Lui-même. Je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je le crois. Sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Ouais, vraiment. Où était-il votre argent? Dans le jardin. Justement. Je l'ai vu rôder dans le jardin. Et donc où est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Voilà l'affaire. Je lui ai vu une cassette. Et cette cassette, comment est-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Oui. Elle est faite. Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend, mais dépeignez-la un peu pour voir. C'est une grande cassette. C'est qu'on m'a volé les petits. Mais oui, elle est petite si on le veut prendre par là, mais moi je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Elle est de couleur. Là, d'une certaine couleur. Ne sauriez-vous m'aider à dire? N'est-elle point rouge? Non, gris. Eh oui, gris-rouge, c'est ce que... Point de doute, c'est elle. Assurément. Écrivez, monsieur, écrivez sa déposition. Sien, qui désormais se fiait, il faut plus jurer de rien. Je crois après cela que je suis homme à me voler moi-même. Monsieur, le voici qui revient. Ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui vous ai découvert cela. Approche! Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui ait jamais été commis. Que voulez-vous, monsieur? Comment traître? Tu ne rougis pas de ton crime? De quel crime voulez-vous donc parler? Crime, je veux parler, infâme. Comme si tu savais pas ce que je veux dire. Mais c'est en vain que tu prétendrais de le déguiser. L'affaire est découverte et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté? S'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature. Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne vais pas chercher de détour et vous nier la chose. Aurais-je deviné sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler. Et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Mais puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Quelle belle raison peux-tu me donner, voleur infâme? Ah, monsieur, j'ai pas mérité ces noms. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous, mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment? Pardonnable. Un guet-apens. Un assassinat de la sorte. De grâce, ne vous mettez point en colère. Lorsque vous me réjouissez, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais. Quoi, mon sang? Mes entrailles pontard. Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne lui point faire de tort. Il n'y a rien en tout ceci que je ne puisse bien réparer. C'est bien mon intention que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Il n'est pas question d'honneur là-dedans. Mais dis-moi, qui t'a porté à cette action? Hélas. Me le demandez-vous? Ben oui, vraiment, je te le demande. Un Dieu qui porte en lui les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour? Oui. Hey, bel amour. Bel amour, ma foi. L'amour de mes louis d'or. Ah non, monsieur! Ce ne sont pas vos richesses qui m'ont tenté, et ce n'est pas cela qui m'a ébloui. Je proteste de ne prétendre rien à tout votre bien, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Non, Forêt, de par tous les diables, je ne te le laisserai pas. Mais oui, quelle insolence de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait. Mais appelez-vous cela un vol? Comment? Si je l'appelle un vol,
trésor comme celui-là. C'est un trésor, il est vrai. Et le plus précieux que vous ayez sans doute. Ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux, ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Je n'en ferai rien. Qu'est-ce à dire, cela? Nous nous sommes promis une foi mutuelle et avons fait serment de ne nous point abandonner. Le serment est admirable et la promesse plaisante. Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à jamais. J'en empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort ne peut nous séparer. Cet être violent diablé après mon argent. Je vous ai déjà dit, monsieur, ce n'était pas l'intérêt qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Mais vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Mais j'y donnerai bon ordre. Et la justice pandard effrontée me va faire raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez. Me voilà prêt à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira. Mais je vous prie de croire au moins que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser. Et que votre fille, en tout ceci, n'est aucunement coupable. Je le crois bien vraiment, il serait fort étanche que ma fille eût tempé dans Stein. Mais je veux avoir mon affaire et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevé. Moi, je vais pas enlever, elle est encore chez vous. Que... Ma chère Cassette... Elle est pas sortie de ma maison? Non, monsieur. Dis-moi donc un peu. Tu n'y as point touché? Moi? Y toucher? Ah, vous lui faites tort aussi bien qu'à moi. C'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Brûlé pour ma Cassette? J'aimerais mieux mourir que lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma Cassette trop honnête. Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Rien de criminel n'a osé profaner la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma Cassette, il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est la vérité de cette aventure. Elle vous peut rendre témoignage. Quoi? Ma servante est complice de l'affaire? Oui, monsieur. Elle a été témoin de notre engagement. Et c'est seulement après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne. Est-ce que la porte de la justice ne fait extravaguer? Que nous brouilles-tu ici de ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. La pudeur? Et de qui? De votre fille. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, monsieur. Comme de ma part, je lui en ai signé une. Au ciel, autre disgrâce. Écrivez, monsieur, écrivez. Engrègement de mal, surcroît de désespoir. Allons, monsieur, faites le dû de votre charge, dressez-lui-moi son procès comme larron et comme chibornard. Ce sont des noms qui ne me sont point dus. Quand on saura qui je suis. Fille scélérate, fille indigne d'un père comme moi, c'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données. Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme et tu lui engages ta foi sans mon consentement, mais vous serez trompés l'un et l'autre. 4 bonnes murailles me répondront de ta conduite et une bonne potence me fera raison de ton audace. Ce n'est pas votre passion qui jugera l'affaire. Et l'on m'écoutera en moins avant que de me condamner. Et je me suis abusé de dire une potence et tu seras roué. Tout vif. Ah, mon père. Prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie. Et n'allez point pousser les choses dans les dernières violences du pouvoir paternel. Ne vous laissez pas entraîner au premier mouvement de votre passion. Et donnez-vous le temps de considérer ce que vous voulez faire. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Et vous trouverez moins étrange que je me sois donné à lui lorsque vous saurez que sans lui, vous ne m'auriez plus, il y a longtemps. Oui, mon père. C'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans l'eau. Et à qui vous devez la vie de cette même fille.
Que cela n'est rien. Il valait bien mieux pour moi qu'il te laissât noyer que de faire ce qu'il a fait. Ah, mon père, je vous en conjure, par l'amour paternel. Non, je ne peux rien entendre. Il faut que la justice fasse son devoir. Tu me paieras mes coups de bâton. Voici un étrange embarras. Qu'est-ce? Seigneur Harpagon, je vous vois tout ému. Oh, Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voici bien du trouble et du désordre au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur. Et voilà un traître, un scélérat qui a violé tous les droits les plus saints, qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et pour me suborner ma fille. Mais qui songe à votre argent dont vous faites un galimatia? Ils se sont donné l'un et l'autre une promesse de mariage. Cet affront vous regarde, Seigneur Anselme. C'est vous qui devez vous rendre partie contre lui et faire toutes les poursuites de la justice pour vous venger de son insolence. Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force et de rien prétendre à un cœur qui se serait donné. Mais pour vos intérêts, je suis prêt à les embrasser, ainsi que les miens propres. Voilà monsieur qui est un honnête commissaire qui n'oubliera rien à ce qu'il m'a dit de la fonction de son office. Chargez-le comme il faut, monsieur, et rendez les choses bien criminelles. Je ne vois pas quel crime on me peut faire de la passion que j'ai pour votre fille. Et le supplice où vous croyez que je puisse être condamné pour notre engagement lorsqu'on saura ce que je suis. Et je me moque de tous ces contes. Et le monde aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse, que de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité, s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Sachez que j'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit point à moi, et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Tout beau! Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez, et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu, et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Je ne suis point homme à rien craindre. Et si Naples vous est connu, vous savez qui était Don Thomas d'Alburcie? Sans doute, je le sais. Peu de gens l'ont connu mieux que moi. Monsieur, ni Don Thomas, ni Don Martin. De grâce, laissez-le parler. Nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Oui. Oui? Vous vous moquez. Cherchez quelque autre histoire qui vous puisse mieux réussir. Et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. Songez à mieux parler. Ce n'est point une imposture. Et je n'avance rien qu'il ne me soit aisé de justifier. Quoi? Vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Alburcie? Oui, je l'ose. Et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez, pour vous confondre, qu'il y a 16 ans, pour le moins, que l'homme dont vous nous parlez périt sur mer, avec ses enfants et sa femme, en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples et qui en firent exiler plusieurs nobles familles. Oui, mais apprenez, pour vous confondre, vous, que son fils, âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol. Et que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Apprenez que le capitaine de ce vaisseau, touché de ma fortune, prit amitié pour moi, qu'il me fit élever comme son propre fils, et que les armes furent mon emploi dès que je m'en trouvais capable, que j'ai su depuis peu que mon père n'était point mort, comme je l'avais toujours cru, que passant ici pour l'aller chercher, une aventure par le ciel concerté me fit voir la charmante Élise, que cette vue me rendit esclave de ses beautés, et que les violences de mon amour et les sévérités de son père me firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer un autre à la quête de mes parents. Mais quel témoignage encore? Autre que vos paroles nous peuvent assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâtie sur une vérité. Le capitaine espagnol, un cachet de rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras et le vieux Pedro, ce domestique qui se sauva avec moi du naufrage. Hélas, à vos paroles, je puis y répondre, moi, que vous n'imposez point. Et tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Hein? Vous, ma sœur. Oui, mon cœur s'est ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche.
Et notre mère, que vous allez ravir, m'a 1000 fois entretenu des disgrâces de notre famille. Le ciel ne nous fit point aussi périr dans ce triste naufrage, mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté. Et ce furent des corsaires qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur un débris de notre vaisseau. Après 10 ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté, et nous retournâmes dans Naples, où nous trouvâmes tout notre bien vendu sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Nous passâmes à Gênes, où ma mère alla ramasser quelques malheureux restes d'une succession qu'on avait déchirée. Et de là, fuyant la barbare injustice de ses parents, elle vint en ces lieux où elle n'a presque vécu que d'une vie languissante. Oh, ciel! Quels sont les traits de ta puissance? Et que tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père. Hein? Vous êtes notre père? C'est vous que ma mère a tant pleuré? Oui, ma fille. Oui, mon fils. Je suis don Thomas d'Alburcie. Que le ciel garantit des ondes avec tout l'argent qu'il portait, et qui, vous ayant tous cru morts depuis plus de 16 ans, se préparait, après de longs voyages, à chercher dans l'hymen d'une douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. Le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie à retourner à Naples m'a fait y renoncer pour toujours, et ayant su trouver moyen d'y faire vendre ce que j'avais, je me suis habitué ici, ou sous le nom d'Ancel. Oh! J'ai voulu m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m'a causé tant de traverses. C'est là votre fils? Oui. Je vous prends à partie pour me payer 10 000 écus qu'il m'a volé. Lui, vous avoir volé. Lui-même. Qui vous dit cela? Maître Jacques. Ah, c'est toi qui le dis? Vous voyez que je ne dis rien. Oui, voilà, monsieur le commissaire qui a reçu sa déposition. Pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche? Ah, nous non capable. Je veux revoir mon argent. Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Ne vous en mettez point en peine, il est en lieu dont je réponds, et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez. Et vous pouvez choisir ou de me donner Marianne, ou de perdre votre cassette. N'en a-t-on rien noté? Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Ce n'est pas assez que ce consentement. Et que le ciel, avec un frère que vous voyez, vient de me rendre un père dont vous avez à m'obtenir. Le ciel, mes enfants, ne me rend point à vous pour être contraire à vos vœux. Oh. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Allons, ne vous faites point dire ce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre, et consentez, ainsi que moi, à ce oubli méné. Pour me donner conseil que je vois ma cassette. Vous la verrez, saine et entière. J'ai pas d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour eux. Que ça ne vous inquiète point. Vous obligerez-vous à faire tous les frais de ces 2 mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Oui. Pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un habit. D'accord. Allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Oh là, messieurs, oh là, doucement, s'il vous plaît. Et qui me paiera mes écritures? Nous n'avons que faire de vos écritures. Ah oui, mais je ne prétends pas, moi, les avoir faites pour rien. Pour votre paiement, voilà un homme que je vous donne à pendre. Mais là, comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai, et on me veut pendre pour mentir. Allons, Seigneur Harpagon,
Faut lui pardonner cette imposture. Vous paierez donc le commissaire. Soit. Alors, envie de faire part de notre joie à votre mère. Et moi, voir ma chère Cassette